travaux. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, d'en discuter aussi, que vous poserez des questions si vous le souhaitez. La question qu'il vient de me poser est une question très difficile. Ça n'a l'air de rien. La question, c'est comment ça se passe dans l'atelier de l'historien, en fait. Parce qu'il me pose une question, vous l'avez compris, il me demande comment est-ce qu'on applique un protocole, comme s'il y avait un protocole d'historien type, à l'histoire que je veux faire, c'est-à-dire à l'histoire de l'intime, à l'histoire de la vie privée. Je n'ai pas une réponse très claire à lui fournir, très franchement, parce que finalement, je pense qu'on fait tous un peu pareil en histoire, on bricole. On bricole en étant toujours très rigoureux, c'est-à-dire que moi j'avais un sujet, je pourrais vous dire pourquoi j'ai choisi aussi ce sujet à un autre moment si vous le souhaitez, mais j'avais choisi de travailler sur les couples dans la Grande Guerre. J'avais compris à ce moment-là, ou en tout cas je croyais, qu'en travaillant sur ce sujet-là, j'allais toucher à quelque chose de très important. Parce que pendant la Grande Guerre, il y a 5 millions de couples qui vivent la séparation pendant les 4 années durant la guerre. C'est-à-dire qu'il y a 5 millions de couples, c'est-à-dire 10 millions de personnes qui vivent séparés, en sachant que le mari, le conjoint, l'amoureux, le fiancé étaient sur le front, donc en danger de mort perpétuelle. Donc j'étais absolument persuadée que j'allais toucher à quelque chose d'essentiel, si vous voulez, pour comprendre à quelle profondeur la guerre a agi sur les individus. Et alors, une fois que j'avais cette envie-là, comment j'ai fait? Au départ, je me suis dit, évidemment, comme ces couples se sont écrits, la première source évidente qu'on a en tête, c'est les correspondances. Les gens se sont écrits beaucoup, très longtemps, parfois tous les jours, et donc il va falloir aller utiliser ces lettres. Sauf que moi, j'avais très peur de ces correspondances au départ, parce que quand on est historien, on se méfie toujours des sources qui disent trop. Vous voyez, des sources dans lesquelles vous allez retrouver... D'abord, est-ce que vous savez tous ce que c'est des sources? Parce que je dis sources comme si c'était évident. Vous savez ce que c'est des sources pour un historien? C'est les éléments de preuve, en fait. C'est les indices qui vont permettre à l'historien d'écrire l'histoire. Et donc, dans les correspondances, j'allais trouver, je le savais, beaucoup de sources, beaucoup d'indices qui allaient me donner des informations sur la façon dont les gens avaient vécu la guerre, comment ils avaient vécu la séparation avec l'être qu'ils aimaient, ou en tout cas avec qui ils étaient mariés, parce qu'ils ne s'aimaient pas toujours non plus. Voilà. Mais je me méfiais de ça parce que je me disais, vu qu'il veut y en avoir trop et je vais me noyer au milieu de toutes ces sources, donc je n'ai pas du tout commencé par ces correspondances. J'ai commencé à travailler sur une loi. Je me suis dit que si je travaillais sur une loi avec des textes de loi, des tests de droit, des trucs qui sont un peu ardus, difficiles à lire, j'allais comprendre le cadre. Alors cette loi, c'est laquelle? C'est la loi du mois d'avril 1915. C'est une loi très particulière puisqu'elle instaure le mariage par procuration. Alors en avril 1915, on est en guerre depuis 9 mois. Depuis le mois d'août 1914, qu'est-ce qui se passe? C'est que les hommes, les jeunes hommes surtout, sont partis sur le front. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des jeunes hommes mariés, ou alors des jeunes hommes non mariés mais qui allaient peut-être se marier, ils partent, et donc absence de possibilité de reproduction, absence de possibilité aussi de fabriquer des mariages, de se marier. Et donc l'État décide de permettre le mariage par procuration. Très concrètement, ça veut dire qu'avec cette loi, des soldats qui étaient sur le front ont pu se marier sans être présents à leur propre mariage. D'accord? Quand vous votez par procuration, vous n'êtes pas là pour voter. De la même façon, quand on se marie par procuration, l'homme n'est pas présent le jour de son mariage, il y a quelqu'un d'autre à sa place qui dit oui. Choisi évidemment par le combattant. Donc j'ai travaillé sur cette loi, ça m'a permis un peu de voir que finalement la guerre, elle avait bouleversé beaucoup de choses dans la vie des couples. Et qu'elle avait préoccupé, ça avait préoccupé aussi l'État qui s'était rendu compte que c'était un problème en fait, ces séparations massives. Alors j'ai commencé par ça, et puis un jour il a bien fallu que je me plonge dans les correspondances. J'avais déjà repéré beaucoup de correspondances à la fois dans les archives. Il y a beaucoup de correspondances aussi qui sont publiées. Et puis j'avais fait aussi des appels, comme je parlais dans des colloques, je faisais des interventions. Eh bien, il y a des gens qui venaient me déposer aussi des archives qu'ils avaient retrouvées dans leur grenier. J'ai même retrouvé une des correspondances dans la rue. Elle avait été jetée par la famille, enfin par la petite famille, vous voyez, des descendants qui avaient voulu se débarrasser de l'ensemble et qui a jeté cette correspondance dans la rue, qui a été récupérée par un couple et qui m'a appelé pour me les transmettre. Donc bref, j'avais, si vous voulez, beaucoup de correspondances sous le coude. Et ensuite, comment j'ai fait? Je me suis plongée dedans, littéralement, c'est-à-dire que j'ai lu
J'ai lu et j'ai lu de façon un peu sérielle toutes ces correspondances, sans véritablement de méthode, mais en trouvant bien des correspondances, des choses qui différenciaient ces correspondances entre elles, qui au contraire les rejoignaient. C'est comme ça que j'ai construit en fait mon travail. Donc il n'y a pas une méthode, vous voyez, absolument scientifique, parce qu'en fait en histoire, on ne peut pas dire qu'il y a une seule méthode scientifique, il y a tout plein de protocoles que j'ai respectés évidemment. Et disons qu'il a fallu un peu que je bricole et que je fabrique ma propre méthode pour rentrer dans ces sources. Une fois que tu t'es mis à lire toute cette correspondance, qu'est-ce qu'on trouve? Est-ce que je veux dire, est-ce qu'il y a des éléments dans toutes les correspondances qu'on retrouve systématiquement? Est-ce que chacune d'elles est vraiment particulière et singulière et ne concerne que les deux protagonistes? Est-ce qu'il y a une différence comme ça, à la fois la singularité de la chose et la universelle? Dans toutes ces correspondances que j'ai lues, ce qui m'a frappé au départ, c'est que quelle que soit l'origine sociale, l'origine religieuse, peu importe, et le sexe aussi, que ce soit un homme ou une femme qui écrivent, j'ai été frappée par le fait qu'il y avait beaucoup de points communs entre toutes ces correspondances. En fait, la différence principale, c'était la façon dont on disait la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on est un écrivain, on ne dit pas « je t'aime », on ne dit pas « je me soucie, j'ai peur pour toi », de la même façon que lorsqu'on est un petit artisan parisien ou qu'on est un paysan du Loir-et-Cher. Alors, il y a les deux choses en fait. Vous imaginez bien que dans toutes ces correspondances que j'ai lues, ce qui m'a frappé au départ, c'est que quelle que soit l'origine sociale, l'origine religieuse, peu importe, et le sexe aussi, que ce soit un homme ou une femme qui écrivent, j'ai été frappée par le fait qu'il y avait beaucoup de points communs entre toutes ces correspondances. En fait, la différence principale, c'était la façon dont on disait la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on est un écrivain, on ne dit pas « je t'aime », on ne dit pas « je me soucie, j'ai peur pour toi », de la même façon que lorsqu'on est un petit artisan parisien ou qu'on est un paysan du Loir-et-Cher. D'accord ? On n'écrit pas de la même façon parce qu'on n'a pas la même habitude d'écriture. Hein. Mais finalement, sur le fond, c'est-à-dire sur ce qu'ils se disent, j'ai été très frappée de la permanence, en fait, de la façon, des sujets qui étaient abordés. C'est quoi les sujets principaux? C'est d'abord les affaires, ce qu'on appelait les affaires, d'ailleurs. Les affaires, c'est-à-dire le travail. Quand, par exemple, il y a beaucoup de couples qui étaient séparés, qui étaient des paysans, pour le combattant au front, même s'il était au front et qu'il vivait sur le front des choses terribles, la préoccupation principale, c'est quoi? C'est de savoir que dans les cultures, tout se passe correctement. Que la femme qui a pris les choses en main, les cultures en main, parvient à mener les choses correctement jusqu'au bout. D'accord? Ça, c'est la première préoccupation. Ce qui va avec et qui est très relié et qui traverse toutes les classes sociales, c'est aussi, les gens se préoccupent beaucoup de la santé. Tout le temps, on commence en disant « Comment vas-tu? J'espère que ta santé va bien, moi de même. » Vous voyez, tout le temps un peu avec les mêmes formules, parce que c'est extrêmement important. La santé, par exemple, dans les cultures, si la femme est malade, non seulement on se préoccupe de sa santé, mais en plus, elle ne va pas pouvoir travailler. Donc il y a cette thématique-là. Il y a la thématique de la famille, hein, comment vont les proches, les oncles, les tantes, les parents, les enfants. Et puis, comme on est dans des relations conjugales, amoureuses, plus ou moins, et c'est là où à mon avis la différence est la plus forte, plus ou moins, on se dit l'amour, on se dit le désir, quand on est capable de le dire, ou quand on souhaite le dire. Parce que tout le monde ne désire pas dire à l'autre qu'il est amoureux, qu'il aime l'autre, que l'autre lui manque. Ce n'est pas une forcée. Mais lorsque c'est le cas, c'est là un peu entre mes couples, moi, que je trouve que la différence est la plus grande. Voilà. Et sinon, les thématiques sont assez proches. Ceci dit, juste dernière chose, tous les couples, évidemment, sont singuliers. Vous voyez bien que ça, c'est quelque chose qui est un peu universel. Toutes les configurations, toutes les relations conjugales sont forcément uniques. D'accord? Moi, je vous dis les points de repère ou en commun que j'ai retrouvés entre toutes ces personnes. Allez-y. Donc, est-ce que les échanges entre les couples, ça concernait tous les milieux sociaux? Parce que les correspondances qu'on a lues, c'était relativement bien écrit. Alors, dites-moi d'ailleurs laquelle, parce que je sais que vous avez lu Constant et Gabriel M, et vous avez lu laquelle? Vous avez aussi lu Jean et Jacques. Ah oui. Et
Et l'heureux. Enfin, oui. c'était vraiment bien écrit dans le cascade, vraiment, c'est pour ça. Vous avez pris que les. Alors là, vous parlez de l'édition. Alors moi, pour mon travail, votre question, c'est une des questions les plus importantes en fait. Donc merci de la poser. Oui, ça touche tous les milieux sociaux. C'est-à-dire que là, on est en 1914, l'école républicaine, l'école de Jules Ferry est en marche depuis les années 1880. Et donc, en fait, tous les gens, même lorsqu'ils sont de milieux sociaux, ouvriers, paysans, petits cultivateurs, petits journaliers, donc très très peu habitués à utiliser la plume, ils sont allés à l'école et ils savent au moins à peu près lire, à peu près écrire. Ce qui est vrai, c'est qu'ensuite, là, vous me posez la question à partir des éditions que j'ai choisies. Donc là, moi, j'ai choisi 9 correspondances que j'ai choisies pour des raisons que je pourrais après vous expliquer, parce qu'il a bien fallu que je fasse un choix, c'est toujours atroce, hein. Il a d'ailleurs fallu que je coupe dans les correspondances, atroce aussi. Bon. Mais j'ai fait effectivement un choix. Je n'ai pas choisi forcément celles qui étaient d'ailleurs les mieux écrites d'un point de vue littéraire, si vous voulez. J'ai choisi pour d'autres raisons, mais on y reviendra. Je voulais qu'il y ait un paysan, je voulais qu'il y ait les retours parce que je les adore, je voulais qu'il y ait Pétain parce que je ne savais pas où le mettre, je voulais, j'ai choisi un peu. Ceci dit, en fait, il y a des correspondances de tous les milieux sociaux, tout le monde s'est écrit. Et c'est pour ça que la masse de correspondances en circulation est absolument énorme. Juste pour vous donner une idée, par jour, dans l'armée française, imaginez un peu ce que c'est au niveau international, parce que c'est quand même une guerre mondiale, on va rester avec l'armée française, que moi je connais mieux, par jour, il y a 1,8 million de lettres qui vont du front vers l'arrière, qui proviennent des combattants et qui sont écrites là, et 3,4 millions de lettres par jour qui vont de l'arrière vers le front. Et ça, c'est une moyenne sur l'ensemble du conflit. Donc en fait, une des particularités, c'est que les gens ils se sont réunis à écrire tout de suite. Tout de suite. C'est comme un réflexe, en fait, où ils notent. Il y a une chose qui est importante, c'est que ce qu'on remarque, c'est que les gens ont l'impression, et ça c'est très difficile à déterminer en historien, mais on a la sensation que les combattants, leurs familles parfois, ont conscience qu'ils sont en train de vivre un événement absolument historique et qu'ils écrivent. Et pas seulement les écrire, prendre la plume pour écrire dans des petits carnets, pour écrire des petites choses qui vont après rester et devenir pour moi des sources, des indices. Bien, c'est absolument commun. Après, par contre, dans mon travail, je n'ai pas retrouvé de correspondance d'ouvriers. D'ouvriers, d'ailleurs de la grande industrie, vous voyez, imaginez les grands ateliers, etc. Ça ne veut pas dire que les gens ne se sont pas écrits et que les ouvriers ne savaient pas écrire. Ça ne veut pas dire ça, ça veut dire que pour garder des correspondances, vous voyez, quand je travaille sur une correspondance, ça peut être 3000 lettres. 3000 lettres, c'est papier fin, etc., mais ça représente une immense masse. D'accord? C'est-à-dire que si on jetait par terre une correspondance de cette taille, ça ferait un tas comme ça. Ça serait un énorme tas. Pour garder cet énorme tas, il faut avoir un lieu où le garder pendant 100 ans pour que ça m'arrive. Et alors, les ouvriers qui bougent et qui vont de lieu en lieu, n'ont pas cet endroit-là, ils ne conservent pas la correspondance. Voilà. C'est la raison pour laquelle moi, j'en ai pas retrouvé, sauf que j'ai retrouvé après des petits bouts de lettres, mais pas des correspondances suivies. Vous voyez? Voilà. Donc, la réponse pour être synthétique à votre question, c'est oui, tout le monde écrit. Les sentiments. C'est-à-dire, la question sentiment quoi? Comment ça se dit? Comment ça se dit? Comment ça se traduit? Est-ce que tu repères une progression dans la façon de livrer ces sentiments? Il y a plusieurs questions à l'entendre, d'accord? Mais cette question de l'amour, parce que le lien, la séparation, forcément, projette l'absence de l'autre, qui est un l'être aimé, et du coup, l'absence aussi physique, et peut-être à une époque où on ne dit pas clairement ces choses-là, on ne parle pas, ça ne se dit pas comme on fait aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs choses en fait de ce que d'abord, il y a une chose moi que j'ai remarquée qui se retrouve dans toutes les correspondances, quel que soit le milieu social, etc. C'est cette idée d'intensification des sentiments amoureux. Comme si, ça c'est forcément illusoire en fait, hein, mais comme si en fait le fait d'être séparé, le fait de savoir que l'autre va peut-être mourir le lendemain et que c'est peut-être la dernière lettre, comme si cela renforçait le sentiment amoureux. Et il y a beaucoup de combattants et de femmes, de leur épouse, qui se disent c'est incroyable ce que l'on ressent aujourd'hui.
Par exemple, je me souviens, alors, je vous donne deux exemples. Il y en a, parce que c'est les deux que j'ai en mémoire sans mes notes, je ne connais pas toutes les correspondances par cœur. Mais le premier, c'est Abel Ferry, parce que je trouve que la formule est terrible, c'est pour ça que je l'ai apprise. Il dit à sa femme, lui s'est marié, je crois, 2 ans avant, à peu près, un truc comme ça. Et il dit à sa femme Hélène en décembre 14, donc il n'est plus avec elle depuis août, hein, et il lui dit je suis heureuse, chérie, je sais pas quoi, je suis heureuse, mon amour, que la guerre te donne entièrement à moi, et notre mariage datera de la déclaration de guerre. D'accord? Donc, en gros, avec cette idée qu'à partir du moment où on s'est séparés, notre mariage a commencé. Et l'autre, c'est un paysan qui s'appelle Paul Pirot, et qui écrit à Marie en 18, donc il écrit en 1918 à sa femme Marie. Il est tout étonné de ses élans passionnés, et il dit, alors, c'est peut-être pas exactement ces mots, mais je l'ai dit à peu près comme il les écrit, il dit, c'est incroyable ce que je ressens comme désir, et même au temps où nous faisions l'amour, je n'ai jamais été rempli d'autant de désir comme maintenant. Et selon lui, en fait, son besoin de dire l'amour, et pour la façon Abel Ferry, hein, cette sensation en fait que les sentiments, que le désir s'intensifie avec la séparation, comme si on aimait plus, hein, on désirait plus de loin. Ça c'est la première chose qu'on retrouve dans beaucoup de correspondances. Ensuite, la deuxième question, c'était est-ce qu'il y a eu un changement? Alors là, il y a évidemment des changements. Vous imaginez des gens qui n'ont jamais eu l'habitude de s'écrire. C'est-à-dire qu'ils ont... Parfois, il faut lire presque de façon phonétique, pour revenir, monsieur, à votre question. Il faut parfois lire à haute voix pour comprendre ce qui est écrit. Donc, c'est des gens qui ne sont pas du tout habitués à écrire. C'est très difficile, en fait, d'écrire l'amour, de décrire le désir physique, de décrire tous les jours aussi son quotidien. D'ailleurs, c'est très compliqué. Et ces gens-là, petit à petit, certains osent de plus en plus. Vous avez vu la correspondance, en tout cas des extraits de Gabriel et de Constant M. Là, vous vous rendez compte, c'est une correspondance très rare, hein, parce qu'elle a été conservée. Je ne sais pas combien de correspondances de ce type existent, mais là, vous voyez, quand on a une correspondance de ce type, eh bien très souvent, la femme, l'homme, la famille refuse l'édition, détruit avant l'épreuve. Vous voyez, c'est comme si vous, votre correspondance amoureuse, vous n'avez pas très envie que la terre entière, enfin, ou que, en tout cas, quelques lecteurs, ou même un seul d'ailleurs, le lisent. D'accord ? Dans la correspondance de Constant et Gabriel M, c'est très clair. Eux, ils ont une correspondance érotique, très claire, mais qui commence au bout de quelques mois. Qui ne commence pas tout de suite. Et en fait, c'est Gabriel M qui demande à son mari de se masturber pour essayer de pallier l'absence du désir physique. Donc, vous voyez ici, c'est l'une qui ose, elle ose. Alors lui répond en racontant un rêve érotique, et puis ensuite, les choses s'enchaînent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous voyez, ce qu'on a le droit de se dire, les niveaux de pudeur, ce qu'on ose dire, c'est toujours réévalué. Ça dépend un petit peu. On commence par oser dire quelque chose, alors l'autre renchérit et ose dire quelque chose, etc. Vous voyez ? Donc dans tous les couples, c'est comme ça un peu que ça se passe. Et alors mon couple fétiche, là, qui s'appelle Maurice et Yvonne Retour, eux, ils s'imaginaient un couple extrêmement catholique, qui s'aiment profondément et qui sont unis par la foi. Pour eux, leur amour, vous voyez, il est lié à Dieu, et à leur union, ils sont dans une intimité d'âme très forte. Et alors, elle est très pudique. Ils se sont fiancés pendant longtemps, ils se disent... et en fait, on voit un très grand changement entre le mois de décembre, je crois, 14, où elle lui dit je te désire, mon petit mari chéri, ce n'est pas mal, j'en ai honte, enfin, parfois j'en ai honte, ce n'est pas mal, dit, puisque tu es mon petit mari adoré. Donc elle lui dit je te désire, je n'ai pas honte, j'ai honte, mais bon, j'ai le droit, puisque tu es mon mari. 2 mois après, donc on est toujours dans la même correspondance, etc., elle lui dit la chose suivante, je te désire, et je n'ai plus honte de te dire à quel point je te désire, donc je te veux, je veux que tu me reviennes, etc. Donc vous voyez, en 2 mois, elle a dit la même chose entre décembre. Elle dit la même chose, elle lui dit je te désire, mais elle le dit cette fois-ci sans honte. Là encore, vous voyez, les seuils de pudeur se sont réévalués. Dernière chose, j'arrête là, je vais vous montrer une chose, c'est que pour dire le désir physique cette fois-ci, pas pour dire simplement l'amour et le sentiment amoureux, mais pour dire le désir physique, c'est d'une extrême complexité. Il n'y a rien de plus difficile que d'écrire, attention, le désir physique. Et donc, les épistoliers, surtout ceux qui ne sont pas très habitués à tourner, à trouver des formules, etc., ils utilisent des procédés, ils cherchent des façons. Alors soit ils utilisent, ils mettent 3 petits points de suspension en laissant deviner, en disant j'aimerais 3 points de suspension. Qui s'appelle Victor Defay,
c'est donc un vigneron, et il écrit à sa femme, Pauline, une carte postale. De l'autre côté de la carte postale, il n'y a rien marqué de spécial. Il y a juste marqué est-ce que la santé va bien, quoi de même, c'est-à-dire que les affaires ont toujours la même formule. Mais là, vous voyez, il a utilisé l'iconographie pour donner un message d'une très grande clarté à sa femme, Pauline, puisqu'il a écrit sur le lit. Vous voyez, donc un poilu avec sa femme dans un lit, le casque sur le bord du lit. Ce sera bientôt notre tour, heureusement, votre vieux chéri pour toujours, Victor. Il n'a rien dit, mais il entrevoit, il prévoit la permission prochaine, et il se dit, voilà, le message qu'il donne. Il n'a rien écrit, il a juste dit, ce sera bientôt notre tour. Vous voyez, c'est plus facile d'utiliser l'iconographie comme support pour dire le désir que de le dire seul. Alors, autre exemple toujours avec l'iconographie, ça c'est quelque chose qui m'a fait assez rire. Vous voyez, la scène, elle n'est pas du tout comme l'autre. Vous voyez que la scène, elle est très sage. Il y a, vous voyez, donc un couple qui est habillé d'abord, qui n'est pas dans un lit, il y a une grande fenêtre, alors avec un degré d'intimité nul, puisqu'il y a une grande fenêtre sans rideau, et puis il y a marqué dans la légende « Au laisse sur mon cœur, reposer mon aimé, ta tête abandonnée, alanguie de bonheur ». Disons que ça reste assez correct, c'est pas très érotique. De l'autre côté de la carte postale, et cette carte postale m'a donné beaucoup de mal parce que je n'ai pas compris tout de suite, il y a marqué donc ma chérie, toujours pareil, moi ma santé va bien, j'espère que toi c'est de même, j'espère que les affaires vont bien, j'espère te voir bientôt, je t'embrasse, ton mari. Et puis après il y a PS à la fin, regarde où elle a la main à la salle. Alors, si vous regardez bien où elle a la main à la salle, elle a la main sur son épaule et une main sur la couloir. On est d'accord ou pas? Ou alors j'ai mal vu. On est d'accord que regarde où elle a la main à la salle, ça n'a aucun sens. En fait, c'est le propre désir du soldat qui lui a fait voir certainement autre chose. Parce que nous, quand on regarde la froid d'ici, on n'a pas le sentiment que ce soit une carte postale forcément érotique qu'on a sous les yeux. C'est juste pour vous dire là que c'est extrêmement difficile, voilà, de transmettre le désir sexuel, l'expression du désir sexuel, et que les cartes postales sont parfois assez commodes pour l'exprimer, alors